signature restera Ça se discute. 15 ans, des centaines d'émissions, des controverses, des confidences, des coups de gueule et des larmes. Il m'a complètement condamnée chez elle. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas dire au secours, je ne peux pas... Elle sait que je ne sais pas lire, elle sait que je ne sais pas écrire. C'est la solution, j'ai dit je vais me suicider. Comment vous êtes parti au bout de 7 ans? La dernière semaine, j'ai envie de me suicider. Pardon, excuse-moi. Après, j'en ai marre. Le matin, je me suis levée et je vais vers la fenêtre et j'ai sauté. Et je me suis trouvée à l'hôpital. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, monsieur Larue, ne m'autorisez pas. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, vous le savez très bien. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'il faut passer de la variété française, il faut passer des anciens tubes, mais il faut aussi donner la chance aux jeunes de s'exprimer sur les radios et sur les télés telles que la vôtre. Le message est passé. On n'a pas entendu votre nom. Vladimir Max. Dans cette affaire Maryse, qu'est-ce que... On ne peut pas utiliser un drame épouvantable en le dénaturant et sans savoir en tirer les enseignements. D'accord, chérie. Dans cette affaire... Excusez-moi. Madame, dans cette affaire, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à la direction du collège? Je ne supporte pas votre mépris. Oh mais monsieur, j'ai pas de mépris, monsieur, de faire avancer la discussion. Vous êtes en train de me dire, vous parlez bien, vous parlez mal. En me traitant de chérie. Oh, mais franchement, chérie, c'est pas agressif. Chérie, c'est pas agressif. Vous êtes outrageant et lamentable. La parole... Je voudrais juste répondre à ça. Parce que vous répondez le contraire. J'ai jamais shooté aucun de ces gens-là, c'est des seconds couteaux, c'est vraiment... Merci pour nous, merci pour nous. Je me suis jamais occupé de ça. Non, Daniel, faites-le pour moi, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos enfants. Non, sans déconner, sans rien, restez assis. Excusez-moi, après. juste une chose, non, je restez assis, je m'assois, on s'assoit. Écoutez-moi. J'ai entendu couteau, Couteau. Il a dit ce... Bonsoir Sakina, ça va? Ça va bien, je te dérange pas? Bonsoir Kevin. Y'a quelqu'un? Oui. Bonjour, vous savez pas où est Kevin, s'il vous plaît? Animateur mais aussi producteur, Réservoir Prod, sa maison de production multiplie les projets. C'est l'époque de la réussite d'un professionnel du petit écran que rien ne semble arrêter. En 2000, une récompense, un set d'or. Merci, ça m'a fait plaisir. J'ai pas d'oreillette, mais j'ai... Une success story stoppée net en 2010. Voilà, et puis nous sommes avec Joseph Cabri. Bonsoir Joseph. Bonsoir Monsieur John. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc, on rend hommage à Jean-Luc Delarue, celui qui a été le gendre idéal du PAF et de la télévision, notamment sur France Télé. Qu'est-ce que vous retenez de Jean-Luc Delarue? Mais déjà avec Jean-Luc Delarue, pour tout vous dire, j'ai pratiquement grandi avec, parce que nous avons un très grand point commun avec Jean-Luc Delarue, c'est que nous sommes tous les deux nés la même année, cette fameuse année 1964. Jean-Luc Delarue avait quelques mois de moins que moi. Voilà, mais je retiens que c'est un grand homme de la télévision, qui a commencé à faire de la télévision sur Canal+, avec Jean-Pierre Coff d'ailleurs, et... petit à petit, il a grimpé les échelons, il a monté sa propre boîte de production, et il nous a consacré de magnifiques émissions. Et en parlant des émissions, vous dites des magnifiques émissions, quelle est votre émission préférée? Alors moi j'aimais bien les tout débuts, parce qu'à la fin ça devenait répétitif, mais ça c'était pas de sa faute, hein, c'était la vie qui est souvent répétitive d'ailleurs. Mais j'aimais bien les tout débuts de Ça se discute. Et toute une histoire, non? Toute une histoire, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas trop regardé parce que ça passait à 1h de l'après-midi ou 2h de l'après-midi, je ne sais plus. Et moi, à cette heure-ci, bon, ben, je travaille, donc je n'ai pas regardé vraiment souvent ces émissions-là. Je regardais le plus Ça se discute parce que ça passait en deuxième partie le mercredi soir sur France 2. Et là, j'avais plus l'occasion de regarder ces émissions-là. Maintenant, on va oublier un petit moment sa carrière. On va parler plutôt de sa vie. Sa vie n'a pas été tellement chouette car à la fin de sa vie, il prenait des stupéfiants. Malheureusement, il est tombé dans ces fameux engrenages dont il n'est pas le seul, il faut bien se l'avouer. Tombé dans la cocaïne, quoi, pour dire les mots, hein.
Et donc, il est tombé dans cet engrenage qui a duré pendant un bon petit moment jusqu'à ce qu'il se fasse choper. Et à ce moment-là, bon, il a voulu, bien sûr, on ne va pas dire se racheter une conduite, non, parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein, malheureusement. Mais voilà, il a reconnu son mea culpa, que c'était une connerie d'avoir fait ce qu'il a fait. Et si bien qu'à la fin, il avait pris une roulotte, il faisait des tournées pour discuter avec les jeunes, tout ça, qui étaient tombés dans cet engrenage, pour leur apporter son soutien, parce que lui, justement, il pouvait très très bien en parler, justement, parce qu'il était tombé dedans, quoi, hein. Donc voilà, il allait y passer, conseiller les jeunes de ne pas tomber dans cet engrenage, si possible, et tout ça. Mais malheureusement, à la suite de ça, une maladie lui est venue, un cancer du... Ah, ben vous saurez mieux que moi, d'ailleurs, le cancer qu'il avait, c'était justement... Alors, cancer du péritoine et de l'estomac. Voilà, bon, ben, vu son jeune âge, parce que quand il a attrapé ça, bon, ben, il avait quel âge, 46 ou 47 ans, quoi, je pense. Oui, 47 ans, on va dire. Et bon, on pensait qu'il allait en guérir, mais malheureusement, bon, ben, la maladie a été plus forte que ce que nous pensions. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé, quoi. Mais je peux dire que d'après ce qu'on sait, c'est qu'il s'est vraiment battu contre cette maladie pour essayer d'en rééchapper, mais malheureusement, il y a des fois où les maladies sont plus fortes que nous. Et ça fait partie de la vie. Et puis ça fait partie de sa vie, oui, bien sûr, et ça fera partie de sa légende, tout à fait, oui, bien sûr. Alors Jean-Luc Delarue a été un mois avant sa mort, le 22 juillet 2012, victime d'un canular. Ce n'est pas drôle, débuté sur le réseau social Twitter annonçant sa mort. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Ah ben malheureusement, vous savez, c'est le progrès de la technique, hein. Il n'est pas le seul à être tombé dans cet engrenage. On avait annoncé la mort de Pascal Sevran avant qu'il soit mort. Il y a eu quelques artistes comme ça, donc on avait annoncé leur mort avant qu'ils soient morts. Mais il est vrai que lorsque c'est souvent comme ça, peu de temps après, l'artiste mourait, quoi, hein. Bon, il y a eu un seul cas où l'artiste, ça a été dit pour une artiste qui est toujours vivante et en bonne santé malgré son âge, ça a été Annie Cordy. Ah oui. Oui, on avait annoncé sa mort aussi, Annie Cordy, pareil, dans le même style que ça, et elle est encore là, elle est bien vivante, et encore bien du pitch avec elle, quoi, hein. Elle est en forme. Ah oui, parce que n'oublions pas qu'Annie Cordy, quand même, 80, oh, je pense bien 85 ou 86 cette année, hein. Ouais. Nous allons on continue à parler de Jean-Luc Delarue. Peu de temps après sa mort, son père déclare dans la presse qu'il n'a pas pu assister à l'inhumation de son fils enterré dans un carré musulman. Attention, et converti à l'islam. Sa femme dément tout cela et précise que Jean-Luc Delarue a été inhumé au cimetière de Père-Lachaise le 24 septembre. L'AFP annonce qu'il est enterré au cimetière parisien de la ville, donc dans le Val-de-Marne. Est-ce que vous pensez que cette blague, comme quoi il a été enterré dans un carré musulman, c'est une bonne chose? Non, je pense que de toute manière, d'après le fils de Jean-Luc Delarue, il était tout à fait en bon terme avec ses propres parents. Donc je pense que son père a voulu faire un petit peu de buzz dans cela, mais il n'est pas du tout fait que Jean-Luc Delarue s'est reconverti dans la religion musulmane. Et si Jean-Luc Delarue avait été encore de ce monde, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il fasse de plus? Je pense que s'il avait été de ce monde, je pense qu'il aurait produit des émissions. Hein. Ça aurait été un très très grand producteur, je pense. Hein. Il aurait animé quelques émissions, mais je pense, ayant fait le tour de la télévision, et cela n'engage que moi, je pense qu'il aurait peut-être... il se serait fait moins voir à la télévision, mais je pense qu'il aurait produit pour d'autres émissions et mis en évidence d'autres animateurs ou animatrices pour ces émissions-là. Vous êtes d'accord avec moi? Jean-Luc Delarue a été un gendre idéal du PAF et un animateur inoubliable. Ah ben oui, Jean-Luc Delarue, il faut dire qu'à la fin, bon, au tout début, quand il a débuté, je me rappelle, comme je vous ai dit, on a le même âge, c'était quand même un très beau gosse. Donc c'est sûr que toutes les femmes, toutes les filles, elles le voulaient soit dans leur lit, ou les belles-mères leur voulaient comme gendre idéal, bien sûr, pour leur fille. Ça c'est sûr et certain.
Merci beaucoup, merci Joseph Cabri, j'allais vous appeler Jean-Luc. Je crois que vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir parler de ce grand animateur. Et je trouve d'ailleurs très dommage, c'est l'occasion de le dire, à part l'émission qui a été publiée le 23 août, là, toute une histoire, qu'il n'y ait pas eu un hommage à Jean-Luc Delarue un peu plus approfondi, quoi. Parce qu'il a fait quand même les beaux jours de France 2, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage et un petit peu mesquin de la part de France 2. J'ai pas peur des mots et je le dis haut et fort. Ah oui, et Jean-Luc Delarue a fait des tas d'émissions. Il a produit par exemple Vie ma vie de Laurence Ferrari, Recherche appartement ou Maison sur M6. Et bien d'autres encore que nous ne détaillerons sûrement pas assez. Merci Joseph Cabri d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve à la rentrée. Joseph. C'est moi qui vous remercie, monsieur John, de m'avoir, je vous le répète, de m'avoir invité pour pouvoir parler de Jean-Luc Delarue. C'est avec un immense plaisir. Merci et belle soirée. Et je vous dis à la rentrée, moi aussi. Au revoir. Il est 8h16 et donc ce matin sur RTL Yves Calvi, vous êtes avec Jean-Luc Delarue. Bonjour Jean-Luc Delarue. Bonjour Yves Calvi, bonjour Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous et en direct ce matin sur RTL. Ce soir c'est donc le grand retour sur France 2 avec une nouvelle émission. Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie beaucoup. Je suis très en forme. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ces semaines où vous avez passé beaucoup de temps avec vous-même ? Le regard des autres ou votre propre regard ? Lesquelles semaines ? Celles d'il y a un an ou celles d'il y a Tout ce qui s'est passé bien entendu depuis un an. Depuis un an, moins 8 jours, puisque mes problèmes ont commencé le 14 septembre dernier, depuis un an quasiment, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Beaucoup de choses. J'ai essayé de pas trop gamberger, j'ai mis un pied devant l'autre, c'est-à-dire que j'ai essayé de vivre un jour après l'autre, en me disant dans un premier temps qu'il fallait que je me soigne, parce que j'étais vraiment tombé au fond du trou, donc j'étais malade, donc faire une cure. Ensuite, dans un deuxième temps, essayer de faire en sorte que ce qui m'arrive de bien dans la vie, je le vive, mais ce qui m'arrive de mauvais, je le transforme en quelque chose de positif, donc aller dans les lycées. Et puis vous avez envie de me couper la parole, ne vous retenez pas. Non, mais ça, c'est votre projet. Ma question, c'était, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Le regard des autres ou finalement votre propre regard sur vous-même ? Oh non, de loin, mon regard sur moi-même, quoi. C'est-à-dire vraiment cette impression d'avoir donné peut-être un mauvais exemple pour les jeunes, quoi, de les envoyer sur des possibilités pour eux de se retrouver en contact avec des produits en se disant tiens, il y a un type de la télé qui en prend et c'est cool. Ça m'a déchiré le cœur, quoi. C'est pour ça que j'ai été dans les lycées. Ça, c'est une page qui est tournée. Comment avez-vous vécu, on pourrait dire, ce mea culpa public ? Vous êtes un enfant de la télé, Jean-Luc Delarue. Et ce mea culpa a été public et quasi permanent. Écoutez, je pense que dans la vie, ça fait jamais de mal, on s'excuse jamais trop, quoi. Voilà, donc je présente mes excuses d'avoir donné ce mauvais exemple. Je pense que c'est la base pour pouvoir avancer, de reconnaître ses torts, mais que ce soit dans la vie, de toute forme de vie, hein, y compris dans la vie de tous les jours, dans la vie de famille. Le Tour de France, c'est une idée qui est venue de vous ou on vous l'a conseillé ? Non, personne ne m'a rien conseillé du tout. Voilà, je n'ai écouté personne, je n'ai écouté que moi-même, mon cœur, plutôt à l'intuition qu'à la réflexion d'ailleurs. Envie de faire des choses et les faire comme ça spontanément. J'ai surtout voulu écouter aucun conseil parce que je me suis dit sinon après je vais regretter et puis ça va faire formater. Donc personne ne m'a rien dit. Voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'au concept de l'émission qui est proposée ce soir, ça vient de moi. Comme ça, si ça échoue, je sais de qui c'est la faute. En fait, pendant un an, votre vie est devenue une vraie télé-réalité. Oh non, c'est pas vrai. La télé-réalité, c'est pas tout à fait la vie. La télé-réalité, c'est de l'enfermement, c'est pousser les gens dans leur retranchement, c'est de l'élimination, c'est du jeu. C'était pas un jeu là. Non, pas de la télé-réalité. C'était pas un jeu ma vie là. Là j'ai joué ma vie. Après une cure et visiblement un gros travail sur vous-même, est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez eu besoin de la drogue et de l'alcool dans votre vie ? Je crois pour partie en tout cas. Je crois pour deux raisons. D'abord la première, c'est ce que disent les médecins, c'est qu'il y a des cerveaux qui sont plus addictifs que d'autres. Voilà, ça c'est un caractère génétique. Voilà, si un produit passe par vous, malheureusement, il a tendance à vouloir s'y installer. Donc, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit les médicaments, ou toutes sortes de conduites addictives. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense que j'avais un problème de fondation familiale personnelle. Des parents qui n'étaient pas ce qu'on appelle les vrais parents, c'est-à-dire des parents ressources pour leurs enfants, qui sont là pour les aider, pour les conseiller, pour faire figure d'autorité, mais aussi être derrière eux. Donc vous avez fait le point avec vous-même ? Donc j'ai fait le point avec moi-même et je crois que j'ai explosé en vol, moi, comme mon fils aîné en 2006. Je pense que j'étais pas prêt. Pourtant, j'ai fait une psychanalyse spécifiquement pour devenir père. C'est mon psy qui m'avait répété, vous êtes rentré dans mon cabinet en disant je viens ici pour essayer de devenir père. Eh ça m'a pas suffi. Je pense que j'ai perdu mes repères justement comme mon fils aîné. Et puis voilà, il a fallu faire un grand travail sur moi-même. Et
aujourd'hui, j'essaye d'être le meilleur papa possible. J'étais bien content de l'accompagner en grande section de maternelle hier matin. Alors justement, je pense à votre fils. Vous expliquez ce matin à notre amie et consoeur Isabelle Morini-Bosque que quand vous étiez, on va dire, un peu à l'arrêt, vous l'avez entendu vous traiter de grosse feignasse. C'est sympa la famille, Jean-Luc Delarue. Ah ouais, à un moment à 4 ans, mon fils il dit papa c'est une grosse feignasse. Alors je vous jure, là j'ai fait stop, on change tout. Donc moi j'étais l'hiver dernier, donc j'étais en train de me reconstruire, donc je faisais beaucoup de siestes, je faisais beaucoup de sport, mais je faisais aussi beaucoup de siestes. Donc papa c'est une grosse feignasse. Ah ça va pas le faire du tout. Donc maintenant quand je vais le chercher le samedi matin, on est séparés avec sa maman, mais on s'entend très bien. C'est directement la piscine, les parcs, enfin bref, on reste tous les deux collés, c'est toute la journée ensemble et jusqu'au soir, et je peux vous dire que maintenant papa il essaie de lui montrer un exemple, c'est que quand il arrive un problème dans la vie, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours trouver la force de pouvoir rebondir. Et j'essaye, voilà, on peut dire des choses, on peut dire ce qu'on veut aux enfants. Je pense que ce qui compte le plus, c'est ce qu'on leur montre. Elle est importante cette relation, et est-ce que vous avez réussi à le protéger dans cette période? Il a 4 ans, donc non, malheureusement, il y a des personnes, des parents d'élèves dans l'école où il va, qui lui ont fait dire des choses pas agréables, quoi. Sur ton papa, il va aller en prison, m'a dit sa maman, m'a répété sa maman. Donc je voudrais dire à quelqu'un en particulier que il faut faire attention aux enfants de 4 ans, quoi. Faut pas leur dire n'importe quoi. Alors ça va, parce que je parle avec lui et il voit bien que je vais bien et que je suis heureux d'être avec lui. Mais voilà, je pense que c'est derrière nous aujourd'hui, mais je suis très vigilant quand même. On est nombreux à vous avoir découvert avec La Grande Famille sur Canal+, et ce soir, ce sera donc Réunion de famille sur France 2. La boucle est bouclée. Qu'est-ce que le mot famille évoque pour vous? La famille évoque pour moi le début de la sérénité, ce qui reste quand tout s'est écroulé, quoi. Quelque chose de très fort et d'hyper important. Voilà. Donc, moi, j'ai eu ma grand-mère qui m'a beaucoup guidé jusqu'à l'âge de 33 ans, où elle est décédée, hélas. Et là, notre famille a un peu explosé en vol, quoi. Mes parents étaient un peu issus des années 70, un peu auto-centrés. J'ai beaucoup concentré sur leur boulot, donc je leur en veux pas, mais ils n'ont pas été là pour nous. Donc il faut toujours, je pense, prendre le temps d'être là pour ses enfants. J'essaie de l'être pour Jean. Une dernière question. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites votre tour à l'antenne après en avoir été écarté. Les suites judiciaires de votre affaire sont-elles pour vous une épée de Damoclès, Jean-Luc Delarue? Non, dans la mesure où... en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une histoire de trafic de drogue à laquelle j'ai été mêlé, mais en tant que consommateur, et uniquement consommateur. Donc des consommateurs de drogue qui sont arrêtés, il y en a tous les jours. Il y en a très peu qui passent devant les tribunaux. Là, il y a un réquisitoire supplétif du procureur Philippe Courroy qui a jugé important que les consommateurs soient là aussi, pas seulement les dealers. Mais ce sont les dealers principalement qui vont être jugés. Donc vous ne vous sentez pas en sursis à France Télévisions? Non, mais surtout, je me sens pressé que ça arrive et je pense que c'est très agréable de se sentir en règle. Merci beaucoup Jean-Luc Delarue. Ce soir à 22h20, Réunion de famille sur France 2. C'est le nouveau rendez-vous que vous fixez aux téléspectateurs. Bonne journée à vous. Bonne journée Yves. Bonne journée à tous Vincent. Et tout à l'heure, dans Laissez-vous tenter, à partir de 9h, Jean-Luc Delarue, pour évoquer aussi avec nous cette nouvelle émission de télé. On vous offre un petit déj, Jean-Luc. Oh, c'est sympa. Allez, à tout de suite, Bonsoir on va lire les journaux. Bienvenue sur News TV. Rendons hommage ce soir à celui qui a été le gendre idéal de la télévision. Jean-Luc Delarue nous a quittés le 24 août 2012 à l'âge de 48 ans. Jean-Luc était un animateur et producteur de télévision de type débat télévisé, c'est-à-dire des talk shows avec une bande de chroniqueurs. Jean-Luc Delarue donc est né à Paris le 24 juin 1964. Sa mère, Marie-Louise Samuel, professeure d'anglais, est d'origine hongroise et juive. Son père, Jean-Claude Delarue, d'origine russe, était un professeur de civilisation américaine et était donc le fondateur de plusieurs associations, dont l'association de défense des usagers de l'administration, le Comité national anti-bruit SOS Environnement, l'Alliance écologique et enfin la Ligue contre la violence routière, la Fédération des usagers des transports et des services publics SOS Petits Porteurs en 2002, SOS Tutelle en 2006. Jean-Luc Delarue était un ancien élève du collège La Fontaine à Antony. Jean-Luc Delarue est devenu lycéen au lycée François Villon et qui a passé notamment son baccalauréat B puis un DUT carrière de l'information option publicité. En 86, il entre à l'agence DDB comme concepteur-rédacteur. La même année, il goûte pour la première fois à l'univers télévisuel et débute sa toute première
donc dans l'émission de Sheldrick Muller sur la chaîne TV6. En 1987, Jean-Luc Delarue rentre à Europe 1. Il y reste jusqu'en 95. Il anime les top 50 avec Olivier Derangeon à partir de l'été 88. Delarue et Derangeon continuent à la rentrée de septembre 88 de décliner le top 50 en semaine de 19h30 à 21h pile. À la rentrée de septembre 1989, épaulé par Yvan Le Bolloc, Jean-Luc Delarue donne un nouveau ton à l'émission et la rebaptise les top 50 système D comme Jean-Luc Delarue, D comme Delarue, du top 50 du jeu crétin, du top album, des reportages de Super Bolloc, et notamment du cinéma, des cadeaux par milliers et des invités top niveau. Tel est le slogan de l'émission diffusée sur Europe 1 de 19h30 à 21h pile, c'est ce qu'il faut savoir, à la saison de 1989 à 1990. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la saison 1991-92, chaque après-midi, il anime le journal de la télé baptisé Mon œil, qu'il reprend jusqu'en 94, le matin de 8h40 à 9h, et où il anime aussi pendant 2 saisons l'équipe du matin, la tranche Info 7-9 de la station de radio. La tranche gagne 300 000 auditeurs. On va parler dans un instant de la carrière télévisuelle et création de Réservoir Prod, sa société de production. Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue a été découvert par Sheldrick Derangeon et par Fabrice Blanc-Francard. Jean-Luc Delarue goûte pour la première fois à l'univers télévisuel en 86 et débute dans l'émission Système 6 animée par Sheldrick Muller sur la chaîne TV6 avant de se voir attribuer sa propre émission, une page de pub qu'il co-présente avec le grand Olivier Derangeon sur la même chaîne jusqu'en février 1987. Après quelques spéciales remarquées des Enfants du Rock en 87 jusqu'en 88, Jean-Luc Delarue, donc sur Antenne 2, il rentre à Canal+ en 1989 et en 90, il est chroniqueur dans l'émission Demain de Michel Denisot, grand animateur de télévision et de radio. Et Jean-Luc Delarue anime le jeu Cruspule en compagnie d'Isabelle Giordano pendant la période estivale chaque soir à 19h15. À partir de l'année 91, il devient chef de la Grande Famille, une émission quotidienne de mi-journée qu'il anime et produit pendant 3 ans. C'est dans cette émission-là qu'il rencontre Florent Gazan, auteur de ses textes de présentation préécrits. En 94, Jean-Luc Delarue quitte Canal+ pour aller sur France 2 et pour créer simultanément sa société de production. C'est ce que je vous disais. Jean-Luc Delarue est producteur de sa propre émission Réservoir Prod, qu'il produira son émission Étendard, ça se discute plus tard. Cette émission cessera le 24 juin 2009 après 15 ans de succès. Lors de ces émissions, il porte une oreillette très visible. Alors on le surnommera l'homme à l'oreillette et en donnera évidemment l'explication suivante. Jean-Luc Delarue avait dit j'ai pris une oreillette visible parce que ça signifiait qu'une émission c'est un travail d'équipe qui ne pose pas seulement sur les épaules d'un animateur. Et en 95, Jean-Luc Delarue produit et anime 2 nouvelles émissions hebdomadaires toujours sur France 2. Déjà dimanche et déjà le retour, 2 succès inoubliables. 2 ans plus tard, le succès de ces 2 émissions lui vaut de s'attaquer au 19-20 quotidien de France 2. Évidemment avec C'est l'heure, mais cette émission est un échec. En 98, il produit et présente sa 2e émission de société, Jour après jour, toujours sur France 2, mais cette fois en prime time, Jour après jour obtient elle aussi un 7 d'or en 2001, de première télévisuelle cette année-là pour Jean-Luc Delarue, sa première production pour TF1, le programme court, bien jardiné avec Jean-Pierre Coff et la création sur France 3 de la première émission consacrée aux nouveaux médias et à Internet, 3X plus Net, présentée par Florent Gazan et Oriane Garcia. En 99, Réservoir Prod lance sur France 3 un talk show quotidien animé par Evelyne Thomas, c'est mon choix. Malgré son succès inoubliable, l'émission s'arrête durant l'été 2004, faute d'un accord avec les producteurs et l'animatrice.
Le 31 décembre 1999, il anime, donc Jean-Luc Delarue anime, 24 heures d'antenne consécutives sur France 2 pour le passage de l'an 2000. En 2000, Jean-Luc Delarue crée 3 filiales de Réservoir Prod. Réservoir Net, consacré à la création des contenus audiovisuels et donc interactifs pour Internet, qu'il récolte le Wanadu Talent Show, évidemment pour le programme Cinéman. Réservoir Sport, spécialisé dans les programmes sportifs, et Réservoir Doc, qui produit régulièrement des reportages pour Zone Interdite sur M6, des Racines et des Ailes sur France 3, et enfin Envoyé spécial sur l'antenne de France 2. Côté programme, Réservoir Prod produit pour France 3 Tout Ego, un magazine qui met en avant les multiples talents des Français, présentés par Florian Gazan et Vladis Muller, évidemment, mais aussi sur Paris Première, Toast, dans laquelle Jean-Luc Delarue s'intéresse aux nouveaux créateurs de mode, évidemment, ou encore de cuisine. En octobre 2000, Jean-Luc Delarue voit son émission Ça se discute récompensée par un 7 d'or. Dans la foulée, l'animateur-producteur ouvre un restaurant, un très beau restaurant évidemment, le Korova, c'est comme ça qu'il l'a appelé, et produit d'autres émissions. Jean-Luc Delarue reçoit un second 7 d'or en 2001, en octobre, pour Jour après jour. Il ouvre son second restaurant spécialisé dans la cuisine japonaise en association avec Robert De Niro, le Nobu. En 2001, il s'associe avec Franck Sora et crée Carson Prod, une société spécialisée dans les divertissements télévisuels. Pour preuve, Star à domicile sur TF1 présenté par Flavie Flamand, il y a un début à tout, et la chanson No 1, évidemment sur France 2, animé tous les deux par Daniela Lombroso et Jean-Luc Delarue, évidemment. Réservoir Prod met à l'antenne 2 nouvelles émissions, et sur TF1, Vie ma vie, animé par Laurence Ferrari, et une sur France 2, David contre Goliath avec David Douillet. En 2001, il gère l'image et la communication d'un boxeur, Brahim Asloum, qui deviendra champion du monde professionnel. En 2002, Réservoir Prod, cette même société que Jean-Luc Delarue a créée, lance le premier documentaire live sur Canal+, Les cours de Florian, et avec Carson Prod, une série de prime time sur M6 présentée par Laurent Boyer, dont Céline Dion a tout pris, ainsi à l'adoption télé du Trivial poursuit sur France 2. Toujours dans cette même année, le groupe Réservoir Prod, donc Réservoir Prod et Carson Prod, emploie plus de 250 permanents. Il est le premier producteur indépendant des flux français hors sport et info, avec, pour 2002, 14 heures de production hebdomadaire, déjà présent dans les magazines de société Réservoir Prod, dans le divertissement Carson Prod, les groupes Réservoir Prod, évidemment, se lance un nouveau jeu dans le jeu avec la filiale Hoboken Prod avec History, tous les jours d'été sur France 3, cette fois-ci à 19h55, et ainsi que Trivial Poursuite tous les jours l'été sur France 2 à 19h15. En 2003, il produit le talk show Scrupule avec Carole Rousseau sur TF1. Il produit sur Canal+, La vie en clair de septembre 2003 à juin 2004. En 2004, il doit cesser plusieurs émissions, c'est mon choix, et par manque d'audience. Star à domicile, Scrupule, La vie en clair. Groupe Réservoir Prod produit à nouveau des émissions apportant un regard différent sur des maladies graves, exemple Alzheimer, cancer ou autre. Un nouveau regard. Le 13 février 2008, le cancer sort de l'ombre. Le 5 mars 2007. À la rentrée 2006, il lance une nouvelle émission diffusée en début d'après-midi et intitulée Toute une histoire. Jean-Luc Delarue découvre Stéphane Plaza et lance sur M6 Recherche appartement ou maison en février 2006, puis maison à vendre en décembre 2007. Jean-Luc Delarue avec 40 000 € de revenus mensuels en 2008 et 30 millions d'euros de patrimoine en 2005, et alors l'un des animateurs producteurs les mieux payés de France. En septembre 2010, la médiatisation de ses problèmes de cocaïne le pousse à mettre sa carrière télévisuelle en suspens pendant
1 an. Donc son émission Toute une histoire qu'il présentait quotidiennement est alors confiée à Sophie Davant. Le 6 septembre 2011, il réapparaît sur les plateaux de télé de France 2 avec une nouvelle émission Réunion de famille. Son émission, qui connaît un succès plutôt mitigé, s'arrête quelques mois après sa première diffusion. Jean-Luc Delarue a été un des parrains de l'association humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue, hospitalisé depuis quelque temps en raison d'une aggravation de son état de santé à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, meurt des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Il avait annoncé qu'il souffrait d'un cancer le 2 décembre 2011 lors d'une conférence de presse organisée au siège de France Télévisions avant qu'un paparazzi en possession de son dossier médical ne révèle l'information. Sa dernière apparition publique remonte à la Fashion Week en janvier 2012 où il apparaît affaibli aux côtés de sa compagne. Il a été 1 mois avant sa mort, le 22 juillet 2012, victime d'un canular pas du tout drôle, il faut le dire, débuté donc sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook annonçant sa mort. Peu de temps après sa mort, son père déclare dans la presse qu'il n'y a pas pu assister à l'inhumation de son fils, Jean-Luc Delarue, enterré dans un carré musulman et converti à l'islam. Sa femme dément cela et précise que Jean-Luc Delarue est inhumé au cimetière de Père-Lachaise le 24 septembre. L'AFP annonce qu'il est enterré au cimetière parisien de la ville de Thiès, dans le Val-de-Marne. Sa sépulture est située dans une division du cimetière où sont regroupés des caveaux de famille musulmane. Testament dans lequel il lègue ses biens immobiliers et les pièces majeures de sa collection d'art à son épouse Anissa Khelifi Delarue. Le reste, notamment sa société Réservoir Prod, dont la valeur est difficile à estimer suite à la mort de son fondateur, alors que 2 héritiers doivent bénéficier de la majorité des biens estimés à une trentaine de millions d'euros. À son fils Jean Delarue Bost, stipulant expressément son ex-compagne et mère de Jean, Elisabeth Bost, n'aura ni l'administration légale, ni la jouissance des biens de Jean-Luc Delarue qu'il recueillerait dans ma succession, lesquels seront administrés jusqu'à la majorité ou l'émancipation par Arnaud Gachy, entraînant une guerre de succession car Elisabeth Bost, l'ex-compagne de Jean-Luc Delarue, a toujours, par définition, l'autorité parentale sur son enfant. Cette succession est compliquée par la demande en reconnaissance de paternité de Jean-Luc Delarue, faite par une négociatrice dans un cabinet immobilier parisien pour sa petite fille prénommée Diesla Chessia, fruit d'une relation qui aurait eu cours il y a 13 ans. Jean-Luc Delarue a été confronté à différentes difficultés d'ordre judiciaire, vous le savez, en sa qualité de président des Réservoirs Prod et à titre personnel. En avril 2006, le président de Réservoirs Prod est condamné à 2 000 € d'amende avec sursis pour ne pas avoir fait bénéficier les salariés en CDD des mêmes avantages que le CDI. Le 13 février 2007, Jean-Luc Delarue, alors sur un vol Paris-Johannesburg, il adopte un comportement agressif et injurieux à l'encontre du personnel navigant et à des passagers sous l'emprise de l'alcool et de médicaments stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir insulté, mordu, giflé un steward et touché les seins d'une hôtesse de l'air. Le personnel doit alors recourir à des menottes pour l'empêcher de perturber davantage le vol. 3 plaintes seront déposées contre lui. À son retour en France, le 20 février 2007, il est mis en examen et garde à vue pendant 9 heures pour répondre des 3 plaintes. Évidemment, pour répondre aux questions des 3 plaintes qui ont été déposées à son encontre, jugées selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, il a été reconnu
d'être coupable de violence et outrage sur personne chargée d'une mission de service public et tentative d'entrave à la circulation aérienne, avion donc. Il devra effectuer un stage de citoyenneté. Des avocats ont annoncé la clémence de cette peine et le traitement de faveur dont aurait bénéficié Jean-Luc Delarue lors de l'audience du tribunal. Une fausse vidéo le montrant apparemment dans un avion en train d'agresser des passagers a circulé sur internet avec un acteur ressemblant très fortement à Jean-Luc Delarue. Cette vidéo aurait été créée par le magazine Choc qui fut condamné en justice. Fin janvier 2008, l'URSSAF notifie à sa société Réservoir Prod un redressement de 17 716 €. Lors de la cérémonie des remises de Globe de Cristal en 2009, qu'il co-présente en direct sur France 3 avec Carole Gessler, il a fait une blague douteuse à l'écrivain Yamina Benguigui après lui avoir remis le Globe du milieu et du meilleur documentaire de télévision. Il lui a demandé, l'air goguenard, « Voulez-vous que je vous tienne vos globes ou votre globe ?» Cette dernière a exigé et obtenu des excuses publiques de la part de l'animateur-producteur Jean-Luc Delarue. Il s'était réconcilié depuis. À la suite de cette remarque, l'animateur et producteur a été privé de direct par le groupe France Télévisions. Le 14 septembre 2010, l'animateur est interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d'une vaste enquête sur la sûreté urbaine des hôtes de scène portant sur un important trafic de stupéfiants. Il apparaît dans l'enquête comme un important consommateur de cocaïne, plusieurs milliers d'euros d'achat par mois, ce qui intrigue les enquêteurs. Le soir même, il fait son mea culpa dans une vidéo enregistrée à l'issue du tournage de son émission quotidienne Toute une histoire. Le lendemain, à la suite de cette nouvelle affaire de stupéfiants mettant en cause la notoriété de la chaîne publique France 2, la direction de France Télévisions a décidé de suspendre indéfiniment de l'antenne et de confier la présentation de son émission Toute une histoire à Sophie Davant. Il fonde alors la fondation d'entreprise Réservoir Prod, dont l'objet est de lutter contre toutes les formes de dépendance ou d'indépendance. Son procès au tribunal correctionnel initialement prévu en juillet 2012 devait se tenir en février 2013 sur demande de son avocat en raison de ses problèmes de santé. Sa mort le 23 août 2012 éteint l'action judiciaire. Je vous parle très vite de sa vie privée dans un instant. Le 21 octobre 2006, naît son fils Jean-Luc Jean Delarue Bost de sa relation avec Elisabeth Bost. Le couple se sépare en janvier 2009. En novembre 2009, Jean-Luc Delarue est en couverture de magazine Gala avec sa nouvelle compagne Inès Sastre. En mars 2010, Jean-Luc Delarue annonce qu'ils ont rompu en février 2011. Il apparaît officiellement avec sa nouvelle compagne Anissa Kell le 12 mai 2012. Il se marie à Belle-Île-en-Mer en Bretagne. Il y a un an, nous quittait Jean-Luc Delarue, le meilleur gendre idéal, producteur de télévision et animateur télé. Il avait créé son émission, donc Toute une histoire, et créé sa propre société de production, Réservoir Prod. Nous sommes en 2013, à présent c'est Sophie Davant qui est en commande et en possession de l'émission Toute une histoire. Voilà, Jean-Luc Delarue était un gendre idéal, nous ne l'oublierons jamais. Salut Jean-Luc, et très belle soirée à vous. Voilà mon histoire, je suis entré le 15 ou 16 novembre dernier à l'hôpital. J'avais très mal au ventre, le ventre gonflé. Disons que j'avais mal au ventre depuis 1 an et demi. Et on a calculé avec un médecin qui est dans la salle ici, qui travaille sur la diminution de la douleur, que j'ai sans doute un indice de 7 à 9 sur 10. C'est-à-dire un truc qui était à la limite du supportable, mais auquel on s'habitue, parce qu'on s'habitue à tout. Non ? Là, aujourd'hui, je suis à un indice de douleur de 0,2 sur 10. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques heures aux urgences, on m'a retiré 4 litres d'eau dans le ventre. On s'est occupé de moi. Moi, je pensais rentrer directement
à la maison le soir même, j'avais un tournage le surlendemain. Et j'ai compris qu'on me gardait. Et j'ai compris très vite, puisque les médecins étaient parfaits, et les infirmières aussi, que j'avais un cancer. Donc en fait, hier après-midi, donc avant que je sorte de l'hôpital, parce que je suis rentré chez moi aujourd'hui, un certain paparazzi a fait circuler dans certaines rédactions, j'ai eu quelques rédacteurs en chef au téléphone pour le vérifier, qu'il avait sous la main mon dossier médical complet et qu'il était prêt à le vendre au plus offrant. Donc on me l'a confirmé. Hein. Donc je me suis dit que tout le monde allait le savoir, donc autant que ce soit moi qui le dise. Maintenant la question que je me pose aujourd'hui, c'est si j'avais eu le choix de le dire ou de ne pas le dire, est-ce que je l'aurais dit? Est-ce que j'aurais eu assez de courage? Je ne sais pas, mais les choses sont comme ça. Les choses sont faites de telle façon que je pense que tout le monde sait déjà que j'ai un cancer. Thomas Valentin m'a envoyé un texto il y a une demi-heure me disant qu'il apprenait que j'avais un cancer de l'estomac. Donc voilà, j'ai un cancer de l'estomac, j'ai un cancer du col étoile. Avec tout ce que j'ai fumé, tout ce que j'ai bu dans ma vie, j'ai rien au poumon, rien au foie. J'ai dormi chez moi pour la première fois hier soir, comme un idiot en plus, parce que j'avais un déambulateur qui était mon nouvel ami pendant 15 jours à l'hosto. J'ai hélas chuté. En voulant m'appuyer sur mon déambulateur, je me suis plus aperçu, je me souvenais plus qu'il était là, donc je suis tombé, je me suis fait mal à la joue, ce qui explique que j'ai une trace, mais ça n'a rien à voir avec la maladie.